Alors, tutoriel sur les filtres de Photoshop. Première des choses, depuis quelques versions de Photoshop, il est possible de travailler avec des filtres dynamiques. Donc, ce qui nous permet de pouvoir travailler de façon non destructive, un peu comme dans le même principe que les objets dynamiques, mais de pouvoir travailler sur modifier, d'utiliser les filtres de façon non destructive sur les fichiers. Donc, c'est sûr que cette méthode-là est super intéressante. Donc, on va premièrement voir ça pour être capable de l'utiliser dans nos tutoriels et dans les exercices. Alors, dans la méthode précédente, quand les filtres dynamiques n'existaient pas, si je voulais appliquer un filtre, donc j'allais filtre et mettons que j'allais appliquer un flou gaussien et que je validais la transformation, j'avais aucune possibilité de pouvoir revenir en arrière et de modifier, sinon que d'y aller par l'historique avec le commande Z. Si le fichier était fermé, puis que l'historique s'effaçait à ce moment-là, ben, j'avais aucune possibilité de pouvoir revenir en arrière. Donc, dans les nouvelles évolutions de Photoshop, on peut travailler avec les filtres dynamiques. Pour ça, il faut que notre calque soit en objet dynamique. À partir du moment que le calque est en objet dynamique, les filtres vont être dynamiques. C'est relié. Alors, il y a deux façons de pouvoir le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Principalement, c'est soit d'aller directement dans Filtre et de convertir pour les filtres dynamiques, ou simplement faire un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel et de sélectionner Convertir en objet dynamique. À ce moment-là, vous voyez que le calque a changé. Il y a maintenant un petit icône ici qui est le signal que maintenant c'est un objet dynamique. Puis si je vais dans Filtre, vous allez voir que Convertir pour les filtres dynamiques est maintenant en gris parce qu'il est déjà converti en filtre pour l'objet dynamique. Alors si je fais la même opération et que je m'en vais dans Flou et que je vais faire Flou gaussien, je vais faire la même opération, je vais faire OK. Vous allez voir que maintenant, il va s'appliquer un filtre dynamique avec un masque, avec le filtre qui a été appliqué. Donc, je peux voir avant avec l'effet ou sans effet. Je peux même, en double-cliquant ici, changer le mode de fusion. On va revenir à un mode normal. Je peux changer l'opacité. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de pouvoir ici double-cliquer sur le nom du filtre, flou gaussien. On va me faire réapparaître le filtre et je vais pouvoir modifier l'intensité et appliquer OK. Alors, même si je referme le fichier, que j'enregistre le fichier avec les modifications que j'ai faites, je vais pouvoir revenir sur le filtre dynamique et être capable de le modifier selon mes besoins. Juste vous faire remarquer qu'il y a un petit triangle ici qui permet de pouvoir fermer pour que ce soit moins volumineux à un moment donné si on a plusieurs filtres. Simplement cliquer ici. Le petit icône ici à la fin m'indique que j'ai un filtre dynamique qui a été appliqué sur mon objet dynamique. Donc, ça me permet de pouvoir avoir le contrôle total. Et puis, si j'applique un autre filtre, mettons, je vais aller choisir un autre filtre et que je fais OK, vous allez voir que ça s'ajoute ici. Donc, on peut voir juste le flou, juste la cristallisation. Donc, on peut voir les effets différemment. Puis, à ce moment-là, on peut changer l'opacité pour chacun. Donc, l'option filtre dynamique est vraiment super intéressante. Donc, je recommande de l'utiliser. Alors, on va continuer dans les informations par rapport aux filtres. Donc, on a vu les filtres dynamiques. Simplement vous faire remarquer que dans les filtres dynamiques, il y a certains fils qui ne seront pas disponibles. Principalement, le point de fuite n'est pas disponible quand c'est un objet dynamique. On doit avoir absolument un calque qui est pixelisé. Donc, c'est peut-être le seul, je crois, il y en a d'autres dans rendu. Il y a certains fils qui sont grisés. Alors, si vous voyez des fils qui ne sont pas utilisables, c'est parce qu'ils sont en objet dynamique. Donc, c'est des exceptions, mais il faut savoir qu'il y en a certains qui ne fonctionneront pas si vous êtes en objet dynamique.
Alors, on va revenir dans la fenêtre des filtres. Juste vous faire remarquer qu'ici, il va toujours avoir le dernier filtre qui a été utilisé, qui va être en option ici, avec le raccourci commande F. Alors, si j'ai à appliquer le même filtre sur plusieurs images, ben, juste vous rappeler que cette option-là est pour le dernier filtre qui a été utilisé. Alors ensuite, on a une séparation, on a vu tantôt pour convertir les filtres dynamiques. On a une séparation ici où on a des filtres qui sont un peu spéciaux, c'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans une fenêtre avec chacun des correctifs, dont celui de la galerie des filtres qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais il y a ici des filtres qui sont particuliers, des filtres un peu plus techniques, qu'on va voir aussi un peu plus tard dans le tutoriel. Il y a ici un filtre qui nous permet de pouvoir corriger les effets de distorsion en utilisant un objectif grand angulaire. Quand on dit grand angulaire, c'est vraiment autour de 20 mm, 17 mm, jusqu'à des fisheye. Ici, une autre option intéressante, c'est le filtre Camera Raw. Si vous êtes habitué à faire des modifications en utilisant la fenêtre Camera Raw, vous pouvez utiliser ce filtre-là qui va vous permettre d'avoir presque tous les mêmes réglages que vous avez dans la fenêtre Camera Raw. Et encore là, c'est sur un objet dynamique, donc c'est non destructif. Donc, si vous avez l'habitude de faire des modifications, alors ce filtre-là fonctionne bien entendu sur des JPEG, sur des TIFF, donc ça peut être une option intéressante. Il y a aussi un filtre correction de l'objectif qui va ressembler à ce qu'il y a aussi dans Camera Raw. Et il y a le filtre fluidité qu'on va utiliser un peu plus tard aussi. Et il y a le filtre point de fuite qu'on va utiliser aussi un peu plus tard dans le tutoriel. Alors, ces filtres-là, c'est vraiment des filtres, je dirais, spécialisés qui vont vraiment apparaître dans une fenêtre particulière. C'est comme si c'était faisant partie d'une nouvelle application dans l'application. Alors, c'est pour ça qu'il y a une certaine séparation ici dans les filtres. Après ça, vous avez un grand rendu ici de différents filtres qui vont être autant des filtres un peu plus techniques comme des filtres de renforcement ou des filtres de galerie d'effets de flou qu'on va voir tantôt. Mais il y a aussi des filtres vraiment créatifs, que je pourrais dire, donc esthétiques, de déformation, de 3D, qu'on va moins voir. On va se concentrer surtout sur les filtres, que je dirais des filtres un peu plus photographiques. On pourrait utiliser les filtres de création, mais on arrive à des choses qui sont un peu plus spécialisées. Donc, on va se concentrer, nous autres, sur certains filtres qui sont plus reliés à l'aspect photographie. Des filtres un peu plus traditionnels dans le travail d'un photographe. Donc, c'est les filtres qu'on va utiliser. Donc, dans les filtres qu'on va voir, on va commencer par peut-être une section de filtres un peu plus traditionnelle qu'on utilise depuis un bon bout de temps. Alors, on va aller dans Filtre et on va aller dans les flous. Alors, probablement que c'est des filtres déjà que vous utilisez beaucoup. Alors, le flou gaussien, c'est un filtre qui est très utilisé. Donc, il reste, ces flux-là sont encore disponibles. Mais depuis une version ou deux, il y a maintenant une nouvelle galerie d'effets de flou qui sont pas mal plus intéressants qu'on va voir tantôt spécialement. On va les passer un après l'autre. Des flous qui sont plus à des effets photographiques qu'on pourrait appliquer en post-prod parce qu'à la prise de vue, c'était pas possible de le faire. Donc, on va se concentrer beaucoup sur cette partie-là des effets de filtre, donc galerie d'effets de flou, qui remplace, je vous dirais, beaucoup ce qu'on avait dans le flou ici, sauf peut-être que le flou gaussien encore qui est intéressant. Une autre section qu'on utilise encore beaucoup, c'est renforcement. Renforcement, on retrouve tous les filtres par rapport à la netteté. Alors, juste vous faire remarquer que quand vous avez un filtre, que vous avez un nom de filtre, puis qu'il y a 3 petits points par la suite, ça implique qu'il va apparaître une fenêtre avec des options. Si je choisis un filtre qui n'a pas de petits points, vous allez voir que le filtre s'applique. Je ne sais pas exactement ce qui s'est appliqué. C'est sûr que je vais voir l'effet, là, mais on n'a aucun contrôle sur l'intensité ou
Alors, je vais faire commande Z, tandis que si je sélectionne un filtre avec à la fin qui a 3 petits points, c'est que je vais avoir la possibilité avec la fenêtre de contrôler l'intensité de mon filtre. Donc ici, c'est tous les filtres par rapport à rajouter de la netteté sur notre image. Donc, on a des contrôles sur le gain, sur le rayon, sur le bruit. Donc, c'est des filtres qu'on utilise encore. On va les voir un peu plus tard. Pour l'instant, je vais annuler. Puis maintenant, dans renforcement, il y a un nouveau filtre qui a été ajouté aussi, c'est réduire le tremblement. Alors, si vous avez à la prise de vue à main levée qu'il y a eu un flou qui a été provoqué par un bouger, donc on va être capable de modifier, d'essayer de corriger un peu ce tremblement-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ligne avec les différents paramètres qui sont là. Donc ça, c'est des filtres qui étaient un peu présents déjà dans Photoshop qu'on va pouvoir continuer à utiliser. Et pour la suite du tutoriel, on va aller travailler avec la galerie d'effets des flous. Donc, on va travailler avec l'option de pouvoir ajouter un filtre. Donc, le premier filtre qu'on va voir, ça va être le filtre de la profondeur de champ. Donc, dans des situations où peut-être je voulais avoir une profondeur de champ réduite ou avec un point très précis, c'était pas possible à cause des conditions de lumière ou de l'objectif que j'utilisais. À ce moment-là, on peut en post-prod peut-être ajouter un effet de faible profondeur de champ. Donc, on va voir le filtre immédiatement. Donc, la première des choses, on va convertir en objet dynamique pour avoir toute la latitude de pouvoir corriger ensuite l'intensité de notre correction. On va dans Filtre et on va aller dans la galerie d'effets de flou et on va sélectionner le premier. Vous allez voir que n'importe lequel de ces options-là que je vais sélectionner, ça va être la même fenêtre qui va apparaître et toutes les options de différents flous sont disponibles ici. Donc, je vais simplement sélectionner le premier. Vous voyez que c'est maintenant une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte avec ces paramètres précis par rapport à ce filtre-là. Alors, ici, j'ai l'effet de profondeur de champ. C'est celui par défaut qui s'est ouvert parce que c'est celui que j'ai sélectionné. Mais vous voyez que j'ai quand même toutes les autres options aussi qui sont disponibles, de flou de diaphragme, de bascule et décentrement, de flou de tracé et de flou de rotation. Alors, pour l'instant, c'est le filtre, c'est celui qui est coché. On va enlever le filtre flou de diaphragme. Et puis, j'ai simplement ici un curseur qui me permet de pouvoir déterminer l'intensité du flou. Par défaut, c'est 15 pixels. Et j'ai un point ici qui détermine que on est au centre de l'image et le flou de 15 pixels ou de 30 pixels s'applique à l'intégralité, à l'image au complet. C'est moi qui ai déterminé l'intensité et peu importe où je vais le placer, l'intensité va s'appliquer, le flou va s'appliquer à toute l'image au complet. Sauf que je peux rajouter autant de points que je veux. En passant, en cliquant au centre, on peut déplacer le point. Puis en cliquant sur le petit cercle blanc, si je clique ici, je peux changer l'intensité directement sur le point qui était indiqué là. Vous voyez que ça se déplace en même temps ici sur la barre, sur l'outil ici, la sélection. Donc, moi, je veux appliquer un flou sur l'arrière-plan pour que la mise au point soit vraiment sur la plante en avant-plan. Donc, je vais déplacer ce curseur-là et je vais aller le mettre sur l'arrière-plan. Et aussitôt que je me déplace de ce cercle-là, vous voyez que mon pointeur devient avec un plus. Donc, ça veut dire que je peux ajouter un nouveau point de flou. Donc, je vais aller le placer à l'endroit que je veux que ça soit net. En l'appliquant, il n'y a aucune modification parce que lui aussi a toujours 15 pixels. Sauf que je peux le remettre à 0. Donc, si je le remets à 0 complètement, à ce moment-là, j'ai cette section-là ici qui est complètement nette, qui n'a aucune modification, avec maintenant l'arrière-plan qui est flou. Je peux en rajouter d'autres points.
autant que je veux. Si je vais avoir un peu plus flou dans cette section-là, la même chose ici, un peu plus flou dans cette section-là. J'ai le contrôle total. Donc, on peut voir que ces points-là sont totalement éditables. Donc, je peux les déplacer pour changer à quel endroit le flou va commencer. Et je peux aussi modifier l'intensité de chacun des points. Ici, en haut, dans la barre de menu, vous avez la possibilité d'enregistrer le masque dans les couches. Alors, ici, si j'appuie sur ce point-là et que j'appuie sur le raccourci M, je peux voir le masque, ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'aux endroits, c'est blanc, c'est totalement appliqué. Et aux endroits que c'est noir, le masque empêche la modification. Donc, on peut visualiser. Donc, si j'appuie sur OK, on va valider la transformation. J'ai maintenant une galerie d'effets de flou. Donc, je peux, en double-cliquant sur cette option-là, revenir en arrière sur chacun des points que j'ai édités. Et si je m'en vais dans les couches, vous allez voir ici que le masque qui a été créé est utilisé. Donc, je peux revenir retravailler sur ce masque-là si je veux par la suite dans mon editing, dans ma post-production, si je veux le faire, je peux revenir aussi travailler sur ce masque-là. Donc, je vais revenir dans les couches sur le RVB. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, parce que j'étais sur le masque, quand je suis revenu sur les calques, mon calque était maintenant en rouge, et c'est le masque que je voyais. Donc, c'est une indication que je suis un canal alpha qu'on appelle. Donc, j'ai simplement à revenir sur les couches, revenir sur la couche RVB, pour revenir sur mon image traditionnelle. Et comme je vous disais, tout simplement double-cliquer ici, puis je vais pouvoir, en cliquant sur un point, travailler spécifiquement sur ce point-là, activer ce point-là pour pouvoir faire des modifications. Maintenant, on va voir le flou de... Excusez-moi, le flou de diaphragme. Qui fonctionne un peu dans la même idée que le flou de profondeur de champ, c'est-à-dire de pouvoir en post-prod modifier un effet de profondeur de champ qui n'était pas possible à réaliser à la prise de vue, donc créer cet effet-là. On va voir qu'il fonctionne quand même légèrement différent. On va aller le sélectionner, flou de diaphragme, la même fenêtre qui apparaît. Mais maintenant, au lieu d'avoir un point d'éditer avec des points, on a maintenant une forme avec laquelle on va pouvoir travailler. Donc, par défaut, cette forme-là s'est placée au centre ici. Donc, bien entendu, en cliquant sur le point central, je vais être capable de déplacer cette forme-là. Je vais être capable de la redimensionner, donc aller dans des formes un peu plus petite, plus grande. On peut, en prenant le cercle aussi, on voit que j'ai une double flèche qui va me permettre de pouvoir faire des rotations. Donc, je suis capable d'essayer de dimensionner, de redimensionner la forme à laquelle je veux que le flou s'applique. Vous voyez que le flou s'applique à l'extérieur de ce cercle-là, bien entendu. C'est cette façon-là que ça fonctionne. Vous avez aussi, à la circonférence, vous avez un petit losange, un carré. Si j'appuie, je clique, je vais être capable de modifier la forme pour que ce soit une forme qui soit plus rectangulaire ou carrée. Donc, selon le besoin, je peux travailler avec une forme un peu plus carrée. Je peux aussi, bien entendu, travailler avec l'intensité du flou. Et les derniers petits points, c'est la transition entre la netteté et le flou. Donc, si je déplace les points comme ça, les 4 vont se déplacer pour avoir une transition qui est plus étroite. Si je m'en viens et je vais avoir un cercle comme ça, je vais avoir une transition qui va être beaucoup plus importante. Donc, je vais augmenter le flou, ça va peut-être être un peu plus visible. Ces points-là, si j'en prends un et que je le déplace, les 3 autres se déplacent. Donc, les 4 sont synchronisés. Mais si je tiens Option enfoncé, je vais être capable de déplacer seulement qu'un point à la fois. Donc, avoir un flou qui va être
une transition qui va être personnalisée selon chacun des points. Alors, je vais revenir avec un flou peut-être un petit peu moins. Donc, bien sûr, je peux rajouter d'autres points. C'est peut-être plus ou moins utile. L'effet de profondeur de champ va être un peu étrange à ce moment-là. C'est pas tout à fait naturel, mais on peut rajouter autant de points qu'on veut. Pour effacer un point, on a juste à le sélectionner et faire backspace pour l'effacer. On va enregistrer encore le masque dans les couches. On va cocher cette option-là. J'appuie sur M pour pouvoir visualiser. Là, ça n'a pas fonctionné. On va juste vérifier si à l'enregistrement, ça va être validé. Alors, je vais faire OK. Parce que je vais vous montrer l'utilité de pouvoir enregistrer ce masque-là pour l'utiliser pour une autre opération. Donc, on va laisser la progression. Et je vais aller dans les couches. Et j'ai maintenant le masque de flou 3. C'est le même fichier que j'ai travaillé tantôt, là, fait que j'ai des masques de flou. C'est peut-être ça qui était le problème. Là, il ne savait pas lequel que je voulais voir. Donc, je vais simplement les mettre à la poubelle. Je vais enlever ce masque-là aussi. Moi, c'est celui-là qui m'intéresse, ce masque de flou-là. Je vais le réutiliser pour essayer d'assombrir les bords de l'image. Donc, au lieu de refaire complètement le masque, je vais utiliser celui qui est déjà existant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Commande. En appuyant sur Commande, mon icône ici devient avec la sélection qui est active. Alors, j'ai simplement, sur la vignette, je m'en viens ici, donc Commande-clic sur la vignette et ça va réactiver ma sélection de ce masque-là. Je vais retourner sur le RVB, je vais retourner sur les calques et je vais faire un calque de réglage de niveau. Donc, parce que ma sélection était active quand j'ai demandé de faire un nouveau calque de réglage, j'ai maintenant le calque de réglage avec le masque et je vais pouvoir assombrir un peu mon image. Je vais de façon exagérée. Et puis, bien entendu, si je vais sélectionner ici niveau, je suis encore capable de jouer avec le contour progressif. Alors, si j'augmente le contour progressif, je peux changer la transition pour qu'elle soit plus légère. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc, c'est ma modification. Là, je l'ai un peu exagéré. Et puis, si je vais voir, c'est mon masque. En tenant Option enfoncée, j'ai toujours l'option de voir le masque. Je peux double-cliquer, faire réapparaître le niveau et modifier peut-être l'intensité de ma correction qui est peut-être un peu trop. Donc, le flou de diaphragme me permet de travailler avec des formes pour être capable de jouer avec la profondeur de champ d'une façon différente qu'avec le flou précédent. On va voir une autre application du filtre flou de diaphragme avec un effet bokeh. Donc, c'est une image particulière là, qui a été prise de nuit. C'est une photo d'une banque d'images. On va essayer de faire avec un flou pour avoir une partie de l'image seulement nette et d'avoir un effet de lumière intéressant. Alors, on va, première des choses, transformer le calque en objet dynamique pour avoir l'option d'avoir les filtres dynamiques. Et on va aller encore dans la galerie d'effets de flou et on va choisir le flou de diaphragme comme précédemment. Donc, comme on l'a vu précédemment, on est capable d'aller sélectionner vraiment la partie qu'on veut. On est capable de jouer avec la circonférence. On est capable de travailler avec l'intensité. Donc, on va mettre un flou assez intense. On est capable de travailler avec la transition entre l'endroit où il y a le flou et où la partie qui est nette. Donc, ce qui est intéressant qu'on peut ajouter par la suite, c'est les effets. Donc, vous avez vu que le flou a été ajouté aussi aux lumières. Donc, je vais peut-être le diminuer un tout petit peu plus. Comme ça. Donc, les effets de haute lumière sont atténués un peu. Donc, il y a un onglet ici. Là, vous avez effet de mouvement, bruit. Fait qu'on va
le travailler ici. Et puis, si vous travaillez avec le bokeh ici, vous allez voir qu'on est capable de modifier l'intensité des lumières, donc donner quelque chose d'un peu plus vivant. Fait que simplement le contrôler jusqu'à l'intensité souhaitée, peut-être juste quelque chose comme ça. On peut aussi jouer avec la saturation des couleurs, donc on peut voir aussi l'effet avec le curseur, donc on va peut-être en ajouter un tout petit peu. Puis, vous avez ici la zone à laquelle le bokeh va s'appliquer. Fait qu'en général, le bokeh va s'appliquer toujours dans les hautes lumières. On peut limiter cet effet-là comme ça. Donc, dans la zone qu'on veut que ça s'applique. Et on peut jouer aussi avec... Donc là, ça s'applique même dans les basses lumières, ce qui n'est pas du tout intéressant. On va revenir avec les valeurs par défaut. Mais cette plage-là, on peut jouer avec pour arriver à l'effet désiré. On va juste valider la transformation. Vous allez voir qu'il y a un problème qui s'est ajouté. C'est que maintenant, il y a... Je vais zoomer à l'intérieur de l'image. C'était une image qui était prise de nuit, qui avait du bruit. Donc, la zone de bruit a été... dans le flou a été perdue. Donc, on va faire un nouveau filtre pour être capable d'appliquer un bruit qui va être uniforme. C'est un filtre, c'est un effet qu'on va parfois appliquer aussi sur des retouches ou quand on a fait beaucoup de modifications sur une image, parfois la texture ne sera pas uniforme. Fait que si on veut uniformiser la texture, on va ajouter du grain. On va voir qu'il y a plusieurs façons d'ajouter du grain. Il y a même dans la suite Nik Software, on peut ajouter du grain selon différents types d'émulsions. On va le voir dans Photoshop, le filtre qu'on peut utiliser. Alors, je vais faire commande 0 pour revenir à l'image d'origine. Et puis, je vais ajouter un nouveau calque. Juste vous faire remarquer que si j'appuie sur Nouveau calque, par défaut, ça va faire un calque 1 qui est tout simplement. Moi, je vais avoir l'option de nouveau calque avec un menu. Alors, je vais simplement appuyer sur Option. Et quand j'appuie sur Option en cliquant sur Nouveau calque, il va me demander une fenêtre de dialogue ici, où je vais pouvoir changer le mode. Alors, moi, pour ajouter du grain, je dois avoir absolument un calque qui a des pixels. Donc, je vais demander que ce soit en mode incrustation. À partir du moment que je demande un mode incrustation, j'ai ici l'option de couleur neutre gris pour gris 50%. Alors, je vais appliquer ici tout simplement. Je vais faire OK. Et j'ai un nouveau calque qui est un calque gris qui n'a aucune modification sur l'image parce qu'il est en mode incrustation. Mode incrustation avec un gris à 50%, il n'y a aucune modification sur ce calque-là. Mais à partir du moment que je vais appliquer un filtre, la modification va être effective. Alors, je vais simplement le transformer en objet dynamique pour être capable d'avoir le plein contrôle. Donc, clic droit. Alors, je vais convertir en objet dynamique. Et puis, je vais aller dans les filtres. Filtre artistique. Je crois qu'il n'est pas là. Alors, je vais être obligé de vous montrer un petit truc. Il y a certains filtres par défaut qui n'apparaissent pas. Alors, on va aller dans les préférences de Photoshop. Donc, pour afficher tous les filtres, il faut aller dans les préférences système de Photoshop, aller dans Module externe et d'aller afficher tous les groupes et non de galerie de filtres. Alors, je vais faire OK. Et maintenant, quand je vais aller dans Filtre, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus qui sont disponibles, dont Artistique, c'est ce que je cherchais, et qui me permet d'aller à Grain photo. Alors, par défaut, c'est grain à 4, zone claire 0, 10. Alors, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, j'ai un aperçu là. Si j'augmente le grain, ça va être un grain qui est plus élevé. On va l'essayer comme ça. On va faire OK. Et là, vous voyez qu'il y a un grain qui s'est ajouté à l'image. Là, il est beaucoup trop intense, mais vu que c'est un objet dynamique, je peux retourner sur le grain, diminuer l'effet et revenir à un effet de 4, refaire OK. Et regardez la transition maintenant, j'ai une simulation de grain qui va uniformiser malgré mon effet de filtre que j'ai eu précédemment. Maintenant, on va voir un nouveau filtre dans la galerie de filtres de flou. Un filtre qu'on appelle décentrement bascule qui va reproduire un peu un effet qu'on faisait avec
les chambres de studio ou les objectifs à décentrement. Alors, on pourrait faire un effet similaire, un peu comme si c'était une maquette ou des petits objets. Donc, c'est sûr que ça s'applique sur des images particulières, souvent en plongée, des vues de ville. Vous avez sûrement vu différents exemples. On va voir comment ce filtre-là fonctionne. On fonctionne toujours de la même façon, on convertit en objet dynamique. Et puis, on va aller chercher dans les filtres, dans la galerie d'effets de flou, un bascule décentrement. Alors, il va apparaître, toujours ici, là, vous voyez qu'on a tous les effets de flou sont disponibles. Donc, par défaut, c'est parce que j'ai sélectionné bascule décentrement, c'est ce qui est affiché. Alors, vous reconnaissez toujours le même point qui nous permet de placer à quel endroit qu'on veut que l'effet soit à 0 dans ce cas-là. Et puis, ici, on a la ligne où va débuter l'effet de flou. Et ça va être progressivement jusqu'à 100% de son effet à la ligne pointillée. Présentement, on a un flou de 15 pixels. On peut toujours prendre la même méthode, tirer sur le petit curseur ici pour être capable d'augmenter ou diminuer l'effet du flou. Alors, on va laisser à peu près cet effet-là. Et on peut ensuite jouer avec, premièrement, cette distance-là ici. Donc, la zone de netteté qu'on va avoir. On peut y aller individuellement. Quand j'approche mon curseur ici sur la ligne, on voit que c'est une double flèche qui me permet de pouvoir déplacer cette section-là. Si je tiens Option enfoncé, je vais être, excusez-moi, Option, je vais pouvoir déplacer les deux côtés en symétrie. La même chose sur le dégradé. Alors, je peux travailler sur la zone de transition, qu'elle soit très large ou qu'elle soit très courte. Donc, la même chose. Et si je veux travailler en parallèle avec l'autre côté, je vais simplement tenir Option enfoncée et je vais pouvoir déplacer les deux en même temps. Donc, j'ai total contrôle de la zone que je veux garder nette et la zone que je veux garder, floue et l'intensité du flou. On a une option ici particulière, distorsion un effet de distorsion. Alors, par défaut, c'est uniquement vers le bas. Vous allez voir que si je change, c'est un peu des aberrations qui arrivaient sur les objectifs quand on faisait des décentrements. Donc, on reproduit cet effet-là. Par défaut, ça n'est uniquement qu'en bas. Mais si on fait distorsion symétrique, cette distorsion-là va s'appliquer des deux côtés. Fait que vous voyez les modifications. Si on fait... je vais remettre à 0. Oups. Voilà. Donc, j'ai enlevé la distorsion. Ensuite, donc on peut bouger le point, la zone de netteté, le dégradé, l'intensité, bien entendu. Et on va faire OK. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire le même effet, mais de façon verticale, parce qu'on peut le faire de façon verticale aussi. Donc, je vais faire un commande J pour dupliquer le calque. J'ai enlevé l'effet du calque. C'est-à-dire que je vais travailler sur le calque supérieur. Je vais double-cliquer sur Galerie d'effets de flou, qui va me permettre de pouvoir revenir et pouvoir éditer mon flou. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous allez voir que quand on arrive ici sur le petit point, ma double flèche maintenant devient une double flèche, mais qui me permet de changer l'orientation. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement à déplacer ma souris pour amener dans des lignes verticales. Vous rappelez que si vous tenez majuscule enfoncé, vous allez toujours contraindre Photoshop à travailler dans des 45 degrés. Donc, en tenant majuscule enfoncé, je vais pouvoir avoir un 90 degrés parfait. Placer ma ligne ici. Et les mêmes paramètres sont exactement les mêmes, c'est-à-dire de déplacer la zone de netteté, de déplacer la transition et de jouer avec la distorsion. Donc, on peut, dans ce cas-là, avoir uniquement la rue qui va être nette, les bâtisses qui vont être floues, pour avoir un effet plutôt vertical. Et si je fais OK, je vais avoir l'option de l'effet vertical et de l'effet horizontal. Dans les deux cas, ça peut être intéressant. Voilà pour le décentrement bascule.
Maintenant, on va voir une autre option dans la galerie des flous, c'est le flou de rotation. Euh, on veut, avec ce filtre-là, appliquer un mouvement dans l'image, dans une partie qui était plutôt fixe et donner l'idée du mouvement. On a une image d'une banque d'images d'une grande roue. On va voir un peu l'effet qu'on peut faire. On pourrait l'appliquer genre sur des roues d'automobile ou pour donner l'effet que même si l'auto est arrêtée, qu'il y a un certain mouvement à partir de l'automobile. C'est le genre de filtre qu'on pourrait appliquer. Il y avait quelque chose dans Photoshop avant qui s'appelait flou directionnel ou quelque chose comme ça, mais lui il nous permet de pas mal plus de contrôle. On va voir comment l'utiliser. La seule chose qu'il faut faire avant, bien entendu, la première opération, c'est qu'on va transformer en objet dynamique. Mais on veut quand même garder une partie de l'image qui soit sans mouvement fixe. Alors les pylônes ici qui tiennent la grande roue, bien entendu, ils n'ont pas supposé avoir du mouvement dedans. Fait qu'il va falloir les isoler. Alors on va s'approcher un peu. Puis on va aller faire une sélection. Je suis peut-être un petit peu trop près. On va aller sélectionner vraiment très rapidement la partie centrale qui doit être normalement immobile. On va juste aller continuer la sélection. C'est sûr qu'on pourrait peaufiner la sélection quand elle va être terminée, là, mais on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide pour que le principe soit... On va reculer un peu plus, ça va être plus facile. Donc là, j'ai dépassé. Il y a des parties qui sont sélectionnées que je ne veux pas. Donc, je tiens Option. Là, je suis avec l'outil de sélection rapide. Donc, si je tiens Option, je vais soustraire à la sélection. La même chose, on va soustraire à la sélection cette partie-là. Il y a une petite partie ici dans le bleu là, que je devrais aller chercher, mais on va se contenter de cette sélection-là. Comme ça. Alors, je veux amener cette partie-là qui était sélectionnée sur un calque séparé. Pour pas qu'elle soit influencée par le filtre qu'on va utiliser. Donc, je vais faire commande J. Donc, j'ai vraiment maintenant cette partie-là qui a été détachée. Bon, sélection pas terrible, mais on va se contenter de ça. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer le filtre de rotation sur ce calque-là. Donc, je vais le sélectionner. Je m'en viens dans le filtre. Galerie d'effets de flou et flou de rotation. Je vais dézoomer un peu l'image pour que vous puissiez voir au complet. Alors, apparaît toujours le même principe, mais à ce moment-là, c'est un cercle qui est disponible. Et puis, je vais ajuster le cercle pour qu'il comprenne la totalité de la grande roue. Donc, je vais juste vous montrer que si je suis un peu... Bon, on va aller à l'intérieur. Oups, on va les placer. OK. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a la même chose ici. Il y a un point qui est pour la transition. Alors, c'est important que le flou comprenne l'extérieur. Donc, je sois capable d'avoir toutes les cabines comme ça à l'extérieur. Là, je suis un peu trop loin. On va ramener un peu. On va replacer le centre un tout petit peu pour que la rotation soit égale partout. J'ai encore des petits problèmes ici. Je vais me replacer un peu pour que l'effet soit partout le même. OK. Là, c'est un peu trop intense, là, à 15 degrés. Alors, on va diminuer un tout petit peu pour qu'on ait un effet de mouvement, mais sans que ça soit exagéré. Donc, ici, ça convient. On va faire tout simplement OK. Et j'ai toujours ma structure qui est là, qui est fixe, sinon si je la laisse, on voit que l'effet de flou serait aussi dans le bas de la structure, pas tellement au centre ici. Donc c'est pour ça qu'en rajoutant, on a vraiment la partie qui doit être fixe. Là, comme je vous dis, la sélection n'est pas très terrible. J'ai aussi une partie de la bâtisse en arrière, ce qui n'est pas parfait. Mais je pense que vous comprenez le principe. De toute façon, en étant sur un objet dynamique, un filtre dynamique, je peux retourner sur la galerie et aller faire les ajustements qui vont me permettre d'avoir
un meilleur rendu. Donc, on va juste... Alors, voilà pour le filtre de flou de rotation. Alors maintenant, on va voir le dernier filtre de la galerie des flous. Le flou de tracé. Alors le mot le dit, le flou va être créé à partir d'un tracé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai déjà découpé le personnage. Ce que je voudrais, c'est créer un effet de mouvement si même la personne est arrêtée. Ce serait un filtre que je pourrais utiliser pour... on prenait l'exemple tantôt d'un automobile qui est arrêté mais qu'on veut lui donner le mouvement. On pourrait faire un mouvement dans les roues, mais on pourrait faire aussi une traînée comme si il y avait eu un filet. Ce serait un autre genre d'exemple qu'on pourrait utiliser. C'est sûr qu'on peut prendre des filtres plus traditionnels qui existent là, depuis un petit bout de temps. Dans les flous, il y a un flou qui s'appelle directionnel, mais à ce moment-là, on ne sera pas capable de donner une courbe ou un mouvement qui serait un peu plus réel. Le flou radial pourrait donner un effet de zoom, mais c'est deux flous qu'on utilisait dans les versions antérieures de Photoshop, mais maintenant avec le flou de tracé, c'est beaucoup plus il y a beaucoup plus de contrôle et d'effets désirés. Surtout l'effet de flash au deuxième rideau, comme on va utiliser ici pour cette image-là. Alors, ce qui est important, c'est d'amener le personnage sur une copie. Donc, la personne seulement pour pas que ça s'applique, bien entendu, à l'image au complet. On a transformé ce calque-là en objet dynamique. Et on va aller sur le flou, la galerie d'effets de flou, et on va aller chercher un flou de tracé. Alors là, ce qui va apparaître pour le flou de tracé, c'est que maintenant, j'ai un tracé disponible ici. Je vais juste enlever décocher ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, j'ai un point de début et j'ai un point de final, de direction. Alors, je vais avoir un mouvement sur le bras qui va aller vers le haut, comme si la personne dansait qu'il y avait un mouvement dans le bras. Donc, je peux jouer avec la longueur ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le point central ici, je peux à ce moment-là donner une courbe à mon effet de flou. Donc, je vais venir le replacer ici. Et je peux, avec les éléments qui sont là, jouer avec la vitesse. Donc, augmenter s'il y avait une vitesse et un effilement. Mais ce qui est intéressant dans le cas de ce filtre-là, c'est que dans le flou de tracé, j'ai l'option d'un flou de base et aussi un flash de synchronisation arrière, ce qui va me permettre de garder le bras plus net et avoir seulement qu'un tracé. Alors, c'est sûr que c'est des filtres qui demandent beaucoup à la carte graphique, donc il y a une mise à jour qui se fait. Donc, elle a été faite. Vous voyez la différence, le bras est beaucoup plus net, puis on a vraiment l'effet de traîner. Et puis, on peut jouer encore avec l'intensité, avec les mêmes réglages. Donc, ici, je peux jouer avec la vitesse pour avoir quelque chose qui est un peu plus étiré. Et l'effilement aussi, qui va donner un effet positif ou négatif dans la transition entre la partie complètement opaque. Je peux aussi modifier les formes du flou. Je peux y aller en cliquant ici directement. Ça va faire apparaître des petits curseurs qui sont là. Et là, je suis capable d'allonger aussi en jouant sur cette orientation-là. C'est un peu un autre... avec le curseur ici, je peux jouer sur la longueur et la vitesse du point. Ensuite, ici, si on va dans le dernier onglet, là, effet de mouvement, on peut même jouer avec l'intensité du flash. Vous allez voir, si je joue avec le pourcentage, on va être capable de aussi jouer avec cet effet-là. Puis on est même capable de faire un effet stroboscopique, c'est-à-dire d'effet de flash multiple pour avoir cet effet-là. On va le laisser à juste un flash. Bien entendu, ça s'est appliqué sur notre image au complet. C'est juste le bras qu'on va avoir. Donc, on va simplement valider la transformation. OK, maintenant, l'opération est terminée. Je l'ai mis en accéléré ou j'ai coupé parce que ça a pris presque 1 à 2 minutes là, de valider. Comme j'expliquais, le mouvement, c'est
appliqué à toute l'image au complet. Je veux pas que... ça pourrait être l'effet que je veux, là. Mais dans mon cas, je veux simplement avoir un effet par rapport au bras. Alors, on va tout simplement ici cliquer sur notre filtre dynamique, donc sur le masque ici. Et on va aller choisir avec la brosse, on va peinturer avec du noir. Je vais prendre une brosse avec un contour assez soft, une dureté presque à 0%. Et je vais choisir aussi une opacité beaucoup plus faible, donc probablement quelque chose comme 30%. Et puis je vais aller dessiner avec le noir et faire disparaître complètement l'effet partout où je veux. Donc comme je suis à 30%, il va falloir que j'y aille par couches successives. Donc je vais être obligé de remplir, je vais simplement aller le mettre à 100% aux endroits que je ne veux pas du tout. Donc c'est sûr que je ne veux pas du tout du mouvement ici. Et quand je vais arriver près du bras, je vais diminuer l'opacité pour que je puisse tranquillement construire mon masque pour que ça soit plus subtil. Donc je vais à la tête et au bras. Je vais pouvoir l'enlever tranquillement ici. Enlever tranquillement et enlever tranquillement ici pour qu'au début du bras, le mouvement soit plus étroit. Pour qu'on ait vraiment l'idée que c'est le bras au complet que je veux. Si jamais je me suis trompé, c'est simplement faire X. Repeinturer avec du blanc pour aller chercher un peu plus des endroits peut-être que j'avais retouchés. Donc de cette façon-là, je vais être capable de pouvoir recréer le mouvement. Je peux aller aussi visionner mon masque parce que si je regarde, donc j'appuie sur option, clic sur le masque, je m'aperçois qu'il y a des endroits que j'ai complètement oubliés. Donc ici, je veux que ça soit complètement noir, ben, je peux revenir avec mon pinceau avec du noir, puis venir peinturer carrément mon personnage pour que l'effet soit à 0 dans ces endroits-là. C'est vraiment juste le bras que je veux. Donc si je retourne avec option sur le masque, on va voir que le mouvement est vraiment uniquement sur la portion du bras comme on voulait au départ. Je vais profiter de la même image pour vous montrer un outil qui a été ajouté il y a peut-être une ou deux versions de Photoshop, la déformation de la marionnette, qui peut être utilisée à... C'est pas vraiment un filtre, mais c'est un outil qui peut dans le cas de cette image-là, être intéressant pour changer le mouvement. Alors, j'ai gardé le calque avec la personne qui a été isolée, tout seul sur le calque, mais j'ai dû travailler sur une image pixelisée parce que la déformation de la marionnette ne fonctionne pas sur un objet dynamique. Donc, pour que ce filtre-là fonctionne, cette déformation-là fonctionne, il faut qu'il y ait une sélection qui soit active de l'endroit que je veux corriger. Dans ce cas-là, c'est juste le bras que je veux travailler. Donc, j'ai fait une sélection du bras et ensuite, on va dans Édition et Déformation de la marionnette. Je vais m'approcher un peu plus. Vous allez voir maintenant qu'il y a une grille qui s'apparente à une grille qu'on sert en 3D, en animation 3D. On peut choisir d'ailleurs une densité différente avec plus ou moins de points. On va la laisser à normal. On appelle ça un filet. En anglais, ils appellent ça un mesh. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'on a un petit pointeur ici avec le signe plus. On va aller placer des pointeurs aux endroits qu'on veut garder fixes. Alors, ces points-là, en les mettant ici, à certains endroits, on va immobiliser cette partie-là de l'image. Puis on va aller placer un point maintenant comme à peu près à la hauteur du coude. Et puis on va aller ajouter un dernier point ici. Donc ce que ça va faire, c'est que maintenant il y a un point ici. Il n'y a pas du tout des points entre ces deux-là ici. Puis il y a d'autres points qui ont été placés pour fixer ici. Alors ce que ça va faire, c'est que quand je vais prendre le point qui est ici, je vais être capable de pouvoir le déplacer et le tourner. C'est sûr qu'il y a un mouvement pas naturel au niveau du poignet. Alors, si je rajoute un point ici, ben, je vais être capable de faire un déplacement uniquement de cette partie-là. Et puis, de pouvoir continuer le mouvement à partir de cette situation-là. Donc, parfois,
certaines corrections à faire, ben c'est peut-être un outil qui est intéressant à faire. Je l'ajoute dans les filtres de la galerie des flous, mais c'est plutôt un outil de transformation qu'on peut utiliser aussi.